J'aimerais partir d'un mot un peu étrange de Napoléon, qui est auprès de ses soldats, au bivouac, un soir de 1807, avant la bataille d'Eylau. Ah, vous savez, c'est une image d'Épinal, Napoléon qui fait un peu le démago, est au milieu de ses soldats, il va manger des patates avec eux cuites au feu de bois, il leur tire l'oreille. Vous savez, Emmanuel Macron fait ça aussi un peu avec ses ministres, il leur tire l'oreille. Ça veut dire, je suis affectueux, je suis quand même en dessus de vous, mais je suis affectueux. C'est un lieu commun, mais sa façon de le dire est curieuse et je vais vous lire la citation exacte. Il dit « La véritable gloire consiste à se mettre au-dessus de son état. J'ai une bonne place, je suis empereur. Je pourrais vivre dans les délices de ma capitale. Eh bien, je fais la guerre pour la gloire de la France. Je suis au milieu de vous, au bivouac et dans les combats. Je puis être, tout comme vous, atteint par une balle. Et c'est là où il a cette formule curieuse, je me mets au-dessus de mon état. Eh bien, la citation m'est revenue tout de suite en mémoire quand Olympia Arménian m'a donné le thème, au-delà, et quand nous sommes convenus d'inviter Micheline Calmiret. Ce que dit Napoléon, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ne se contentent pas d'exercer, de remplir, d'accomplir une mission, un mandat, une fonction, mais ils vont toujours un peu au-delà. Ils font bouger les lignes. C'est vrai pour les empereurs comme pour les garçons de café, les médecins, les enseignants, ou que sais-je. Beaucoup d'auteurs ont tourné autour de cette idée. Il y a un grand auteur de la Renaissance, un Italien, Castiglione, qui appelle ça la sprezzatura. C'est ne pas être trop figé, c'est faire un peu bouger le costume. Un jésuite espagnol appelait ça l'aisance. Les traducteurs français ont eu de la peine à traduire ça, et Amelot, grand traducteur du XVIIe siècle, a dit, il faut dire, le je ne sais quoi. Eh bien, chez toutes les personnalités vraiment fortes que j'ai pu rencontrer, il y avait du je ne sais quoi. Et il y avait beaucoup de je ne sais quoi chez Micheline Calmiret. Alors, chère Madame la Présidente, en Suisse, c'est d'autant plus difficile d'être comme cela, non? Écoutez, en Suisse, je pense que vous le savez, la modestie, c'est une valeur très, très, très prisée. Et quand je suis entrée en fonction comme ministre des Affaires étrangères et conseillère fédérale, moi, je n'ai pas voulu la modestie pour mon pays. J'ai voulu que mon pays brille sur la scène internationale, qu'il puisse défendre correctement ses intérêts. Et alors, quand une tête dépasse un petit peu en Suisse, on lui donne des coups de marteau sur la tête pour la faire entrer dans le rang. Donc, ça n'a effectivement pas été facile de sortir du train-train quotidien. Vous en avez reçu beaucoup, des coups de Oui, marteau. pas mal, pas mal. Mais vous avez marché sur beaucoup de pieds. Je ne sais pas. J'ai essayé de viser des objectifs qui correspondaient aux intérêts de mon pays et j'ai pris les mesures nécessaires pour ce faire. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été très simple, ça c'est vrai. Mais je pense que c'est important d'être capable de... Parce que ça ne vaut pas la peine d'être élu et d'occuper des fonctions exécutives au niveau d'un État si c'est pour faire ce qu'ont fait tous les prédécesseurs. Il faut s'adapter au mouvement du temps, il faut s'adapter à ce qui se passe dans le monde quand on est ministre des Affaires étrangères pour pouvoir défendre les intérêts de son pays. Sortir du cadre, c'est le cas de vous, c'est le cas souvent de vos interlocuteurs. Les hommes d'État ou les chefs d'État ont ce qu'on appelle des éléments de langage qui ont été préparés par eux-mêmes ou leurs équipes, Oui. et parfois ils en sortent. Vous êtes face à Kadhafi, par exemple. La Suisse a des otages là-bas. Vous êtes sous la tente, hein, il y a plusieurs représentants de l'Europe, ils vous provoquent. Ben oui, il me provoque parce que c'était à la fin d'un long processus où la Suisse a joué un peu les rapports de force avec l'Union européenne pour essayer de faire sortir les otages. Et alors là, on se trouvait dans une réunion du pardon, un endroit complètement surréaliste, une tente en pleine ville de Tripoli. Et il y avait là une soixantaine de personnes, des chefs d'État comme Berlusconi, comme le président Berlusconi, d'autres. Et moi, je me suis fait toute petite, j'étais la seule femme de toute la réunion. Et puis, après plusieurs blagues un peu salaces, sexistes, entre ces messieurs... Ils vous attaquent. Il m'attaque, il se tourne vers moi et il me dit « Vous venez d'où ?» J'ai dit « Je viens de Genève. » « Oui, mais alors, ça ne devrait pas exister. La Suisse romande devrait appartenir à la France, la Suisse alémanique devrait appartenir à l'Allemagne, la Suisse italienne devrait appartenir à l'Italie. » Et alors là, à notre grande surprise, se lève M.
Berlusconi, le premier italien. Et il dit, écoutez, leader, ça, je ne vous laisse pas dire. Je ne vous laisse pas dire une chose comme ça. Et ça, ce n'était pas du tout dans ses disciplines de langage. Il a dit ça, non. Moi, pendant la guerre, ma famille et moi-même, nous avons été accueillis en Suisse. Nous sommes restés 3 ans en Suisse. La Suisse est un pays de paix et d'accueil. Alors, s'il vous plaît, n'en parlez pas comme ça. Et ça a été terminé. Et vous-même, vous ne vous faites pas si petite que ça. C'est assez rare que vous soyez faite petite en réalité. Moi, ça m'arrive. Là, par exemple, sous la tente, je me suis faite petite. Il vous invite à manger le méchoui. Qu'est-ce que vous lui répondez? Et je dis, je ne peux pas. Je dois ramener mon otage en Suisse. Alors, un sandwich volontiers, mais le méchoui, je ne peux pas. Et vous l'avez ramené, l'otage? On l'a ramené après encore quelques péripéties, mais on a fini par le ramener. Et ça, c'était un moment très émouvant parce que dans toute cette affaire, ce n'était pas une affaire qui était très importante pour les intérêts de politique étrangère, mais c'était important parce qu'il y avait la vie de 2 otages en jeu. Et pour toutes les personnes qui se sont occupées de cette affaire, à chaque fois que nous avons dû prendre une décision, c'était véritablement une pesée eu égard à la vie des otages qui étaient en jeu. C'était très difficile. Alors le moment où on a ramené le dernier otage, on a tous pleuré. Vous êtes face à Vladimir Poutine. Là aussi, chacun commence à sortir de son cadre en réalité. Lui se met à dessiner. Alors, là, j'ai été le voir en 2007 parce que, comme chaque année, le président suisse va voir le président russe. On a des relations qui sont bonnes, que je qualifierais de bonnes en général. Et puis, je vais le voir. Et puis, c'était l'époque où la Suisse se faisait la défenseur de l'indépendance du Kosovo. Et là aussi, il m'attaque en disant c'était une bêtise, que ça allait servir de précédent, qu'il ne fallait pas défendre l'indépendance du Kosovo. Je vous fais juste remarquer qu'avec la Crimée, il a fait exactement la même chose, mais là, il avait changé d'avis. Mais enfin, bref, passons. Donc, j'argumente, il argumente. On est restés 3 heures ensemble. Puis il a fini par s'énerver parce que c'est quelqu'un qui est très émotionnel. Alors, il a sorti un grand cahier comme ça. Et puis, il s'est mis à dessiner la situation qui prévalait vers la Géorgie, vers le Kosovo, toute cette région des Balkans. Et puis, il s'est mis à dessiner, à expliquer la situation géostratégique de l'endroit. Et la façon dont il a présenté les choses, on pouvait presque prévoir la guerre de Géorgie qui est survenue une année plus tard. Vous dites Poutine émotionnel, il joue de ses émotions, évidemment, il les feint parfois. Ça, c'est le métier aussi. On se souvient d'un Clinton, par exemple, qui était aux Nations Unies ici. Il entrait dans des salles et il saluait comme ça, là, etc. Et tout le monde était un peu surpris en Suisse parce qu'il n'y avait personne. Et c'est un truc d'Américain, évidemment complètement superficiel et faux, pour avoir l'air sympa. Alors et pour ça, faire de beaux sourires pour les photographes. Fait, hein. Ça, j'ai encore jamais fait. Mais vous le faites naturellement. Mais je salue les gens quand je les vois. Oui, les vrais gens. Pas quand il n'y en a pas. Ça vous est arrivé, vous, de surjouer la colère, justement, de sortir toujours de ces éléments de langage pour aller pousser un peu plus loin? Ça m'est arrivé d'être très en colère, notamment avec M. Juncker. Parce que M. Juncker, ce n'est pas un gentil bisounours. Hein. C'est un ennemi de la Suisse? En tout cas, je ne crois pas qu'il nous aime énormément. Et moi, j'ai eu des problèmes avec lui. On avait terminé les négociations sur la fiscalité de l'épargne, dernier volet, enfin, tout était réglé. Et M. Juncker, qui était alors ou Premier ministre ou ministre des Finances du Luxembourg, prétendait que la Suisse avait obtenu plus que les États membres dont faisait partie le Luxembourg. Alors, il n'était pas d'accord. Il voulait rouvrir les négociations. Et on s'est retrouvés en marge d'une manifestation à Zurich. Et là, vraiment, on s'est engueulé, mais vraiment engueulé. En plus, dans un endroit où on n'était pas censé avoir du public, mais où il y avait des gens qui ont fini par se rassembler autour de nous, puis nous regarder comme ça. C'est vraiment engueulé. Et parfois, il faut savoir montrer les dents quand vraiment, il y a des gens qui exagèrent. Moi, j'ai toujours été très engagée dans la défense de mon pays. J'ai toujours été très fière d'être suisse. Mais alors, quand on me marche sur les pieds et que je représente la Suisse, là, je deviens vraiment méchante. D'où est-ce que ça vient, cette forme de culot, d'audace? Beaucoup d'entre nous ont peur.
Et la peur est souvent bonne conseillère pour ne pas tomber dans le grain de folie, la provocation, etc. Ils ont peur en permanence, hein, peur de fâcher leurs chefs, leurs amis, leurs cousins, etc. Vous n'avez souvent, vous avez donné l'impression de ne pas avoir peur. Ça vient d'où? Oh, écoutez, je ne peux pas dire ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours, c'est pas toujours très très agréable hein, de devoir être un peu agressive avec quelqu'un. C'est pas franchement la situation que je préfère. Mais quand il faut le faire, il y a parfois c'est nécessaire de le faire, parce que si vous le faites pas, vous vous faites pas respecter. Donc, à un moment donné, il faut, voilà, il faut. Et puis, il faut voir l'objectif aussi. Il faut toujours voir l'objectif. Si c'est nécessaire pour atteindre un objectif, pour convaincre l'autre, pour lui dire, écoutez, ça va pas, vous pouvez pas nous traiter de cette façon. Il y a un certain respect à avoir envers un pays, même si on n'est pas une grande puissance. Eh bien, il faut y aller, quoi. Je veux dire, même si on a un peu parfois mal au ventre. Hein. Ça vous est arrivé d'avoir mal au ventre? Bah ouais, ça m'est arrivé, bien sûr. Ouais. Vous donnez l'impression d'être en téflon. Hein. Tout à l'heure, avant d'entrer sur scène, moi, je buvais des verres d'eau, j'avais un peu le trac, comme une personne normale. Vous, pas du tout. Vous étiez là comme un... et je vous ai toujours observé comme ça. Non, mais ça ne veut pas dire parce que je ne montre pas que je n'ai pas. Ah oui. Vous parliez de vos origines valaisannes, ce côté très dur au mal. Ça vous a servi? Ben, c'est peut-être un héritage, oui, parce que nos ancêtres, mais ce n'est pas propre au Valais, hein, je pense à toute la Suisse, nos ancêtres ont eu des conditions difficiles, ce n'était pas facile pour eux, certains ont dû émigrer, gagner de l'argent, ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, nous sommes un pays riche, on a peut-être oublié un peu ces origines paysannes, et dures à la tâche, et économes, mais il en reste peut-être quand même quelque chose parfois. Quel conseil vous avez des étudiants aujourd'hui? Je vous entendais parler tout à l'heure avec les étudiants, vous leur disiez il ne suffit plus de parler l'anglais et l'allemand, il faut commencer avec le russe ou le chinois. Mais ce je ne sais quoi, ce qui fait qu'on ose, qu'on sort simplement effectivement d'être un dossier parmi 200 ou 500 ou 1000, c'est quoi? Pour les étudiants, c'est difficile aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être plus difficile que ça ne l'a été pour ma génération, parce que vous êtes en concurrence, et surtout dans le domaine où j'enseigne, celui des relations internationales. Quand un poste se libère dans une organisation internationale ou dans une ONG, il y a 600 candidats. Donc c'est vraiment très très dur, et il faut essayer de trouver l'atout qui vous fait aller au-delà. C'est un peu comme la Suisse hein, sur la scène internationale. On vit dans un monde interdépendant, et si on veut pouvoir défendre nos intérêts, il faut travailler avec ses atouts. Et pour vous, c'est la même chose. Il faut travailler avec vos atouts. Ça veut dire qu'il faut apprendre une langue difficile, parce que l'anglais, le français, l'allemand, tout le monde le parle, donc c'est naturel. Par contre, si vous voulez être actif, que ce soit en Suisse ou ailleurs, il vous faut maîtriser un certain nombre de langues un peu plus difficiles. Et puis, il faut essayer d'aller au bout de vos spécialisations, montrer que vous êtes bon dans votre domaine. Et je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour vous. Et surtout, un exercice comme celui-là, apprendre à parler, apprendre à convaincre, apprendre à avoir des dialogues avec des gens, et essayer de... Parce que la peur, ça vous paralyse, quoi, je veux dire, quelque part. Donc, c'est que l'expérience et la pratique qui peut vous faire sortir de vous-même, aller au-delà de vos peurs et pouvoir convaincre, et puis avoir un bon job, et puis ensuite avoir du plaisir dans ce que vous faites et vous sentir en adéquation avec vous-même. Il faut y aller. Vous dites, même quand on a peur, il faut y aller. Ben, il faut avoir un certain courage. Il faut, parce que sinon, si vous restez assis dans votre canapé à lire des romans policiers, ça ne va pas le faire, hein, franchement. Il arrive un moment où on est dépassé. Je veux dire, il y a toujours plus audacieux que soi à un moment. Vous me parlez d'une petite fille qui est plus à gauche que vous. Possible? Oui, c'est très possible. Et alors, on tient bon quand même. Oui, bien sûr. On apprend à argumenter, on apprend dans le commerce avec les autres. Dans mon enseignement à l'université, j'organise des simulations de négociation. On apprend à écouter celui qui est en face, à se mettre à sa place, à argumenter et à défendre ses positions. Et ça, je trouve, c'est très, très important pour votre vie future. Merci Michel Calmiret, merci à vous. Merci à tous.